C'est les métropoles. Faire de l'intérêt métropolitain la clé de voûte du champ de compétences des métropoles. A. Panorama des compétences obligatoires des 19 métropoles de droit commun. Les 6 blocs de compétences. L'article L. 5217-2 du CGCT énonce les 6 blocs de compétences exercées de plein droit par la métropole en lieu et place des communes membres. Développement et aménagement social et culturel. Aménagement de l'espace métropolitain voirie. Politique locale de l'habitat. Politique de la ville, gestion des services d'intérêt collectif. Environnement et politique de cadre de vie. Petit 2. L'intérêt métropolitain, un objet politique pas toujours bien identifié et qui peut être contourné. Ce même article du CGCT prévoit que l'exercice de certaines compétences obligatoires par la métropole est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. La construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain. La définition, la création et la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. La création, la gestion, l'extension et la translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain. L'intérêt métropolitain est déterminé par le Conseil de la métropole à la majorité des 2/3. Il est défini au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole fait l'intégralité des compétences transférées. Article 5217-2 du CGCT. Cette définition de l'intérêt métropolitain vise à distinguer sur une compétence donnée les actions, services et équipements qui continuent à relever de la commune de ceux qui, par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le territoire intercommunal ont vocation à être gérés par la métropole et donc à lui être transférés. La notion de plus-value métropolitaine est donc au cœur de cette summa division. On relève que la dernière phrase de l'alinéa de l'article 5217-2 précité permet aisément de contourner l'obligation de préciser l'intérêt métropolitain dans la mesure où, faute d'avoir déterminé l'intérêt métropolitain, la métropole se voit transférer les compétences des communes membres. L'intérêt métropolitain est donc présumé. D'après le dernier rapport de la Cour des comptes publié en décembre 2020, consacré aux métropoles, ces dernières ont éprouvé des difficultés à définir clairement ce qui relève de l'intérêt métropolitain par rapport à celui de leurs communes membres. Ainsi, les contrôles menés par les chambres régionales des comptes CRC dans le cadre de ce rapport mettent en évidence que l'intérêt métropolitain, quand il a été défini, a le plus souvent été arrêté de manière empirique, voire opportuniste, sans réelle vision stratégique. Les questionnaires adressés aux métropoles par vos rapporteurs confirment le constat dressé par la Cour. Pourtant, l'intérêt métropolitain ne saurait se réduire à une simple liste ou à un catalogue de compétences transférées à l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI. Il n'est pas davantage la somme arithmétique des intérêts particuliers des communes membres, somme qui par une main invisible aboutirait à l'intérêt métropolitain. Vos rapporteurs ont acquis la conviction au cours de leur audition que, d'une part, l'intérêt métropolitain doit être défini à partir de critères préalablement discutés en termes d'efficacité et de réactivité de l'action publique, et d'autre part, que l'exercice des compétences obligatoires en dehors de la compétence économique devrait être subordonné à la reconnaissance préalable de cet intérêt. Plusieurs raisons militent en faveur d'une telle évolution. En premier lieu, vos rapporteurs rappellent qu'en application du principe de subsidiarité inscrit à l'article 72 de la Constitution depuis 2003, les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Or, à l'heure actuelle, comme le souligne le rapport du Sénat pour le plein exercice des libertés locales, plus les intercommunalités sont grandes, plus elles exercent des compétences ce devrait cependant être le contraire pour respecter le principe de subsidiarité aux intercommunalités, la mutualisation aux communes, la proximité. Le principe de subsidiarité implique ainsi d'organiser les politiques publiques à l'échelon le plus proche des citoyens, au plus près des territoires. Ainsi, la commune doit en principe être préférée à l'intercommunalité, sauf s'il est établi que l'action de cette dernière est plus efficace. Dans ce cadre, l'intérêt métropolitain n'est jamais présumé, de sorte que la plus-value apportée devrait être démontrée. Une métropole, comme tout EPCI, doit être considérée comme un outil de coopération permettant aux communes de réaliser ce qu'aucune d'elles, y compris la ville-centre, ne serait capable de faire seule efficacement. Une deuxième raison plaide en faveur de l'élargissement du champ de l'intérêt métropolitain. Elle tient à la très grande hétérogénéité des métropoles en termes de taille, de poids démographique ou encore de caractéristiques sociales ou économiques. Cette diversité des réalités métropolitaines appelle des réponses différenciées. Il est ainsi difficile de soutenir in abstracto que certaines compétences seraient nécessairement mieux exercées à l'échelle métropolitaine qu'à celle des communes membres. Or, la majorité des compétences exercées par la métropole ne sont pas soumises à la reconnaissance préalable de l'intérêt métropolitain. En effet, elles sont transférées de plein droit par la métropole en lieu et place des communes membres. En troisième lieu, adapter les compétences en fonction des réalités locales semble répondre à une très forte demande des élus locaux. Ainsi, la consultation conduite par le Sénat en février 2021 montre que 94% des élus locaux interrogés sont favorables à une adaptation des compétences communes intercommunalités en fonction des caractéristiques propres à leur territoire. La consultation menée auprès des communes membres des métropoles souligne une adhésion majoritaire à l'idée d'élargir le champ de l'intérêt métropolitain. De même, 62% des répondants estiment qu'une telle différenciation territoriale ne serait pas de nature à complexifier le schéma d'organisation territoriale. Prendre davantage en compte l'intérêt métropolitain dans l'exercice des compétences de la métropole répondrait donc à l'évidence à cette légitime préoccupation de différenciation territoriale. Deux illustrations ont souvent été données lors des auditions à l'appui de cette évolution. En premier lieu, la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie relèvent aujourd'hui de plein droit de la seule compétence métropolitaine, sans considération d'un quelconque intérêt métropolitain. Or, il convient de distinguer entre certains axes de circulation qui peuvent être structurants pour la mobilité au sein de la métropole et certaines petites voies de communication, par exemple de lotissement. La compétence métropolitaine n'est pas contestable dans le premier cas, mais elle mérite discussion dans le second. Quel est le meilleur échelon pour assurer de menus travaux sur de petites routes, par exemple la réparation d'un nid de poule, la métropole ou la commune? La métropole, construite comme un avion de chasse pour être performant dans le développement économique et faire face à la compétition internationale, n'est-elle pas transformée en avion cargo lorsqu'elle doit gérer de lourdes compétences de proximité telles que la voirie? Comment une métropole peut-elle gérer des compétences aussi différentes par nature? Existe-t-il une réponse unique pour l'ensemble des métropoles compte tenu de leur très grande diversité? En deuxième lieu, et de la même manière, la politique locale de l'habitat relève d'office de la seule compétence métropolitaine. Cette politique recouvre le programme local de l'habitat, la politique du logement, aide financière au logement social, action en faveur du logement social, action en faveur du logement des personnes défavorisées, l'amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre. Or, cette compétence
ne va pas toujours de soi et pose la question de l'articulation avec les compétences des communes, dont certaines sont soumises par exemple à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, en matière de logements sociaux. Enfin, un dernier argument milite en faveur d'un assouplissement de la répartition actuelle des compétences entre communes et métropoles. Il s'agit des différents opposants de certaines métropoles aux chambres régionales des comptes à propos des conventions de gestion entre la métropole et les communes membres, convention prévue à l'article L. 5215-27 du CGCT pour la gestion d'équipements ou de services. Dans son rapport précité, la Cour des comptes indique que selon elle, ces conventions visaient notamment à assurer une transition en atténuant provisoirement les effets des transferts de compétences des communes vers les métropoles prévus à l'article L. 5217-2 du CGCT, tel transfert de la compétence voirie. La juridiction financière estime que le dispositif a été dévoyé. Certaines compétences obligatoires ont fait l'objet de conventions de gestion provisoires dans des conditions peu encadrées, qui s'apparentent à de véritables délégations tant par leur champ très large que par leur durée prolongée au-delà du terme initialement conclu. Le rapport cite en particulier la métropole de Bordeaux ou la CRC Nouvelle-Aquitaine, relève que le dispositif de redélégation de la compétence prévu dans les conventions passées avec les communes est irrégulier pour au moins 13 des 15 communes encore concernées. En raison de l'étendue de son champ, fonctionnement courant et gestion des investissements via une délégation de maîtrise d'ouvrage en réponse à la Cour, la métropole de Bordeaux conteste cette qualification de délégation donnée par la CRC Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, le périmètre est déterminé. Les conventions votées par délibération 2015-773 du 18 décembre 2015 disent les contours précis des missions à exécuter. En outre, la métropole finance au terme de l'article 4 des conventions les communes pour la mise en œuvre de ces missions en totalité. Enfin, les biens n'ont pas été transférés aux communes. Dès lors, la qualification de délégation de la compétence ne nous paraît pas adaptée, la métropole ayant confié une prestation de service aux communes qui l'exécutent sous son contrôle et apportant un financement dans ce cadre en application des articles L. 5215-27 et L. 5217-7 du Code général des collectivités territoriales. Interrogé par vos rapporteurs, la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur confirme l'appréciation critique de la Cour des comptes. Elle indique que la prestation de service doit être ponctuelle ou d'une importance limitée. Elle ne permet pas la mise en œuvre complète d'une compétence de l'EPCI et diffère donc des délégations de compétences. L'objectif d'une convention de gestion, précise la DGCL, est de permettre à une commune membre d'exercer une compétence pour l'ensemble de la métropole, dans un souci de mutualisation économe de moyens. Ainsi, l'article L. 5215-27 du CGCT ne saurait conduire les métropoles à restituer les compétences que la loi leur a attribuées, conclut la DGCL. L'exemple bordelais est loin d'être isolé. Ainsi, la Cour des comptes cite d'autres métropoles. Grenoble, le transfert de la compétence voirie à la métropole est toujours incomplet, les communes ayant conservé la gestion du nettoiement et de l'éclairage. Rouen, les maires restent opposés au transfert de leur pouvoir de police en matière de voirie, la répartition de la compétence actée par un règlement métropolitain en avril 2019 a pour effet de laisser le nettoiement et le déneigement des voies aux communes membres. Cette répartition des compétences est jugée irrégulière par la CRC Normandie. Toulouse, la CRC Occitanie observe que la construction
progressive de la compétence varie a abouti à une juxtaposition de politique et d'enveloppe financière, plus qu'à la mise en place d'une compétence globale et véritablement intégrée. Le financement par les communes d'une compétence transférée à la métropole depuis 2009 étant irrégulier. Les dispositifs de convention de gestion participent, selon la Cour des comptes, du manque de lisibilité de la répartition des compétences entre communes membres et métropole. La confusion est accrue par le fait que des compétences peuvent être cogérées ou redéléguées aux communes. S'il n'appartient pas à votre délégation de procéder à une analyse juridique approfondie de l'article L. 5215-27 du CGCT, cette expertise relevant de la commission des lois, force est de constater que ce débat illustre à tout le moins la nécessité de donner de la souplesse au dispositif en faisant de l'intérêt métropolitain le critère essentiel de la répartition des compétences entre les communes membres et la métropole. En effet, c'est bien en raison de l'absence d'une telle souplesse que les conventions de gestion se sont développées, conventions que le gouvernement et la Cour des comptes assimilent à tort ou à raison à des redélégations de compétences irrégulières. Par ailleurs, vos rapporteurs ont été sensibilisés lors des auditions aux possibilités offertes aux métropoles comme aux autres EPCI d'assurer à droit constant une gestion de proximité par un exercice territorialisé des compétences métropolitaines. Il s'agit en quelque sorte de déconcentrer la compétence intercommunale et de créer des pôles territoriaux de proximité. Nos collègues Antoine Lefebvre et Patricia Schillinger saluent de telles pratiques dans le rapport d'information numéro 559. Fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 11 juin 2019. Pour autant, ces pratiques demeurent isolées et ne répondent pas fondamentalement aux attentes des élus locaux d'une répartition plus pertinente des compétences entre la commune et l'intercommunalité. Par ailleurs, comme le note le rapport sur le projet de loi 4D, les attentes des élus locaux en matière d'efficacité de l'action publique, il ne faut pas confondre territorialisation des compétences avec certaines modalités de territorialisation que l'on pourrait appeler d'exécution, de représentation ou de consultation. Dans le premier cas, la territorialisation d'exécution, seuls des services sont territorialisés sans que cela ne change le contenu et la mise en œuvre de la politique publique concernée. Dans le deuxième cas, la territorialisation de représentation des élus sont chargés au sein d'un ensemble de représenter ce dernier sur certaines portions de son territoire. La troisième modalité, la territorialisation de consultation, consiste à permettre la consultation des instances politiques territorialisées, par exemple les maires sur certaines politiques publiques. Le point commun de ces formes de territorialisation et leur différence de fond avec la territorialisation des compétences est que le pouvoir de décision et d'adaptation de la politique publique demeure centralisé. Il résulte de ce qui précède que vos rapporteurs estiment nécessaire d'élargir le champ de l'intérêt métropolitain. Plusieurs remarques méritent ici d'être apportées. En premier lieu, vos rapporteurs sont conscients, pour l'avoir entendu lors des auditions, qu'une telle évolution qui passerait par une modification législative serait accusée de mettre à mal l'uniformité de l'organisation territoriale des compétences entre métropole et commune. Toutefois, d'une part, force est de constater que cette organisation n'est pas homogène à l'heure actuelle, tant les compétences facultatives varient sensiblement d'une métropole à une autre. D'autre part, les avantages attendus de cette différenciation territoriale, exposée plus haut, paraissent supérieurs aux inconvénients résultant d'une telle rupture d'uniformité. Faut-il promouvoir un beau jardin à la française ou privilégier la performance de l'action publique? La seconde option ne paraît-elle pas préférable compte tenu, insistons sur ce point, de la très grande diversité des métropoles? En deuxième lieu,
Vos rapporteurs sont convaincus de la nécessité pour la métropole de définir en étroite liaison avec l'ensemble des communes membres les critères à l'aune desquels l'intérêt métropolitain doit être apprécié et ce pour chacun des domaines de compétences obligatoires. Comment caractériser la plus-value apportée par la métropole dans l'exercice de ses compétences? Est-ce en termes de mutualisation, économie d'échelle, de rayonnement sur le territoire, d'une nécessité accrue d'expertise des besoins de la population, des caractéristiques économiques et géographiques du territoire, de la nécessité de réduire les fractures urbaines du territoire métropolitain? Telles sont les questions auxquelles les instances dirigeantes de la métropole doivent répondre in concreto, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des circonstances locales. Ces critères doivent ensuite être portés à la connaissance des habitants de la métropole afin que ces derniers perçoivent clairement la plus-value métropolitaine. Il s'agit là d'un enjeu démocratique majeur qui conditionne dans une large mesure le sentiment d'appartenance à la métropole. En troisième lieu, vos rapporteurs privilégient une approche résolument pragmatique et d'efficacité réelle, et non dogmatique. Ainsi, l'intérêt métropolitain doit être une notion évolutive qui doit être débattue et évaluée périodiquement au sein du Conseil métropolitain. Elle ne saurait être fixée variture. Enfin, vos rapporteurs souhaitent répondre aux critiques fondées sur la remise en question permanente des lois territoriales. La proposition qu'ils formulent ne constitue aucunement un nouveau Big Bang territorial. Une organisation existe, le principe de sécurité juridique impliquant la stabilité de l'ordonnancement juridique applicable aux élus. Comment de respecter cette organisation? Placer l'intérêt métropolitain au cœur du dispositif permet simplement de donner de la respiration et de permettre plutôt que d'imposer. Les territoires constituent des laboratoires d'imagination et de solutions. Or, force est de constater que si l'État a transféré les compétences, il n'a pas pour autant transféré la confiance. Promouvoir en toute matière l'intérêt métropolitain, c'est faire confiance à l'intelligence territoriale et à l'agilité locale pour garantir l'efficacité de l'action publique. Vos rapporteurs estiment que la plus-value métropolitaine n'est pas contestable dans le domaine du développement économique. Cette position vaut d'ailleurs également pour les autres EPCI à fiscalité propre. Il paraît donc souhaitable de ne pas remettre en cause cette présomption irréfragable d'intérêt communautaire. Autrement dit, il n'y a pas lieu de faire de l'intérêt communautaire la ligne de partage entre les compétences économiques exercées par la métropole et celles relevant des communes membres. En l'état actuel des textes, le Conseil métropolitain dispose d'un entier pouvoir d'appréciation pour établir l'intérêt métropolitain et tracer ainsi la frontière entre les compétences communales et métropolitaines. Il peut aussi décider que l'ensemble de la compétence en question relève de l'EPCI à fiscalité propre. La seule limite à ce pouvoir d'appréciation résulte de la combinaison des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du CGCT, en application desquels l'intérêt métropolitain ne peut pas consister en la distinction entre l'investissement et le fonctionnement, lesquels doivent relever la même personne publique. Lors des auditions, vos rapporteurs ont été sensibilisés à l'intérêt de préciser dans la loi les critères à l'aune desquels l'intérêt métropolitain doit être apprécié au sein du Conseil métropolitain. Comme indiqué supra, le principe de subsidiarité, la clause générale de compétence commande que les communes prennent les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Par suite, la légitimité de la métropole repose sur la démonstration que certaines compétences sont plus efficacement exercées à un niveau intercommunal. Il apparaît donc opportun que la loi définisse la consistance de l'intérêt métropolitain. Cette préconisation prolonge celle de nos collègues Antoine Lefebvre et Patricia Schillinger
dans le rapport d'information numéro 559 au nom de la délégation aux collectivités territoriales déposé le 11 juin 2019. Ce rapport recommande en particulier de se doter d'une charte de gouvernance tendant notamment à définir les rôles respectifs entre les communes et l'intercommunalité, de définir un projet de territoire en partage avec tous les acteurs de l'intercommunalité, dans le respect du principe de subsidiarité. Le rapport insiste en effet sur le fait que cette charte de gouvernance doit décrire qui fait quoi afin de clarifier les rôles respectifs des communes et de l'intercommunalité. Cette charte, indique le rapport, fonctionne d'autant mieux qu'elle se fonde sur un projet de territoire qui explicite les rôles de chacun en détail. Il est en effet stratégique que les structures intercommunales soient conçues comme une collectivité ou une administration de mission, ce qui implique d'établir la plus-value métropolitaine, tout en étant conscient que cette dernière doit être évaluée périodiquement afin de tenir compte de l'évolution des réalités territoriales. En conséquence, le rapporteur propose d'indiquer dans le CGCT que pour caractériser l'intérêt métropolitain, le Conseil métropolitain examine si la compétence peut être mieux mise en œuvre à l'échelon de la métropole qu'à celui de ses communes membres. Faut-il aller plus loin et proposer un faisceau de critères à l'aune desquels cet intérêt métropolitain doit être apprécié? La question est légitime, même si vos rapporteurs sont conscients que l'exercice d'énumération est toujours délicat en droit. Il pourrait ainsi être intéressant de fixer une liste non exhaustive de critères: l'efficacité et la réactivité de l'action métropolitaine au regard de celle des communes membres, la technicité et l'ampleur des compétences considérées, la capacité de la métropole à générer des mutualisations et des économies d'échelle, la capacité de la métropole à contribuer à la stratégie, à la structuration et au rayonnement du territoire métropolitain, la capacité de la métropole à réduire les fractures urbaines du territoire métropolitain, les besoins de la population, les caractéristiques économiques, sociales et géographiques du territoire métropolitain. Cette liste ne serait donc pas limitative. On songe par exemple à d'autres critères tels que la proximité nécessaire à l'exercice des compétences concernées, l'évaluation du fonctionnement de la compétence exercée par les communes. Si les communes exercent correctement cette compétence, pourquoi la leur enlever? Ou encore la capacité de la métropole à prendre en compte les particularités de chaque commune membre dans l'exercice des compétences concernées. Vos rapporteurs jugent que ce même raisonnement devrait s'appliquer à tous les EPCI à fiscalité propre. Vos rapporteurs estiment que la formalisation des critères précités ont vocation à asseoir la légitimité des intercommunalités dont les vertus ne seront pleinement reconnues qu'ici et seulement si l'on démontre qu'elles sont capables de faire plus et mieux que les communes membres. Vos rapporteurs se sont également interrogés sur la charge de la preuve en matière d'intérêt métropolitain. Comme indiqué supra, la loi prévoit que cet intérêt est défini au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. Ces mêmes dispositions se retrouvent pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Ces dispositions, qui relèvent d'une logique intégratrice, paraissent peu compatibles avec le principe de subsidiarité. Faute d'accord sur une définition de l'intérêt métropolitain, ne faudrait-il pas en déduire que l'intérêt métropolitain n'est pas démontré et en conséquence que la compétence doit demeurer au stade de la commune? À ce stade, vos rapporteurs n'ont pas souhaité trancher cette question qui mérite une vaste concertation et un débat approfondi. Vos rapporteurs se sont intéressés aux compétences facultatives confiées à la métropole, autrement dit aux attributions que les communes membres ont volontairement dévolues
à la métropole. En application de l'article L5211-17 du CGCT, ces transferts sont décidés par délibération concordante de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Un premier constat s'impose. Le périmètre actuel d'intervention des métropoles demeure flou. Selon la base nationale sur l'intercommunalité gérée par les préfectures, une métropole exerce en moyenne 55 à 60 compétences. Force est toutefois d'observer que si cette base énumère les compétences attribuées à chacune des métropoles, elle n'opère pas de distinction entre les compétences obligatoires et celles qui, sur la base du volontariat, ont été transférées. Second constat, la nomenclature des compétences n'est pas harmonisée, ce qui rend malaisée l'identification précise des compétences exercées et a fortiori d'éventuelles comparaisons entre les métropoles. Il n'en demeure pas moins que les compétences facultatives paraissent très différentes d'une métropole à une autre, ce qui prouve la pertinence de la différenciation territoriale évoquée plus haut. Vos rapporteurs recommandent au ministère de l'Intérieur de procéder à une harmonisation rigoureuse de la présentation de ces fiches, en étroite liaison avec les métropoles afin de contribuer à une meilleure lisibilité des compétences de ces derniers, aux métropoles de veiller à ce que l'intérêt métropolitain soit toujours précisément défini et est évalué lorsque la métropole et les communes membres décident ou ont décidé ce transfert de compétences à la métropole. En d'autres termes, si rien n'impose d'organiser un débat sur l'intérêt métropolitain, en matière de compétences facultatives, ce débat est obligatoire lorsqu'un transfert volontaire est envisagé. C'est donc ce qui distinguerait à l'avenir les compétences obligatoires dont le transfert est prévu par la loi, des compétences facultatives dont le transfert n'est pas prévu par la loi, comme le résume le tableau ci-dessous. Les objectifs de la métropole fixés par la loi concourir à un développement équilibré du territoire régional. Comme le souligne l'ADCF, les relations des métropoles et de la périphérie sont au cœur des débats publics et des réflexions sur notre aménagement du territoire et les inégalités territoriales. En effet, la loi MAP tend à assigner aux métropoles un objectif essentiel: concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Article L. 5217-1 du CGCT. En d'autres termes, la métropole doit contribuer à un développement équilibré non seulement à l'intérieur de la métropole, mais aussi à l'extérieur, afin que sa réussite profite à l'ensemble du bassin de vie, au-delà des frontières administratives. Cet objectif apparaît à vos rapporteurs pleinement justifié. En effet, comme l'a justement souligné notre collègue Loïc Hervé, à l'occasion de l'examen de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales en 2017, le territoire métropolitain produit davantage de recettes fiscales et économiques que le reste du territoire régional, ajoutant que le dynamisme économique et donc fiscal de la métropole lance dans chaque région un cercle vertueux de production et de richesse et d'investissement public, ce qui aboutit, s'il y a en effet, à concentrer le développement futur dans le même périmètre métropolitain. Autrement dit, la métropole doit s'inscrire dans une logique de ruissellement, de solidarité et de partage, d'autant que les territoires voisins sont des espaces qui participent de la réussite des métropoles au travers de l'implantation d'entreprises, de l'hébergement des travailleurs ou encore des surfaces agricoles. Il est donc légitime que ces espaces contributifs bénéficient en retour d'une attention particulière de la part des métropoles. Par exemple, en matière de transport, de développement économique, d'accès au numérique ou d'accès aux soins. Notons que ces territoires voisins sont souvent présentés par les spécialistes sous le vocable
d'interland ou d'arrière-pays. Ces notions relatives à précises ne sont définies par aucun texte et recouvrent d'ailleurs des réalités variables d'une métropole à l'autre. Les outils mis en place pour répondre à cet objectif. Si le législateur a fixé un objectif en 2014, c'est le gouvernement qui a déterminé les moyens propres à les atteindre. 2 outils ont ainsi été créés en 2015 à 2016. Les contrats de réciprocité ville-campagne, lancés à l'occasion du comité interministériel à la ruralité tenu à Laon le 13 mars 2015, les contrats de coopération métropolitaine institués dans le cadre du pacte État-métropole, signé le 6 juillet 2016. Par leur dénomination même, ces outils de réciprocité et de coopération entendaient affirmer une vérité essentielle. Plus les espaces périphériques se développent, plus les métropoles sont attractives. Comme l'ont souligné de nombreuses personnes entendues par vos rapporteurs, il était en effet important de sortir de l'image un peu paternaliste du ruissellement qui met excessivement en avant les seuls effets d'entraînement des métropoles vers leur arrière-pays. Le dynamisme d'une métropole dépendant également de celui des intercommunalités aux communes limitrophes et, et environnantes. Son effet structurant se construit ainsi à travers son action sur son propre territoire, mais également au travers de contrats de réciprocité ou coopération avec ses territoires voisins, dans une logique de recherche de bénéfices mutuels, dite aussi gagnant-gagnant. Dans un rapport publié en octobre 2019, le Conseil économique, social et environnemental, CSE, a parfaitement résumé les enjeux de ces alliances des territoires. La recherche de coopération entre métropole et territoire environnant est une opportunité qui importe pour les deux parties dans une logique de complémentarité. Le dynamisme d'une métropole dépend en effet largement de celui des intercommunalités, aux communes limitrophes et environnantes. Ne serait-ce que parce que la zone d'emploi où réside une partie des personnes travaillant au sein de la métropole s'étend souvent au-delà de ses limites administratives. Les métropoles ont par ailleurs, entre autres, besoin des entreprises sous-traitantes, des productions agricoles et des aménités, y compris environnementales, offertes par les territoires proches. De même, le rapport de votre délégation en date du 16 janvier 2020 fait valoir que les contrats de réciprocité constituent des outils utiles non seulement de solidarité mais de coopération fructueuse. En effet, il s'en est de la volonté de construire des accords stratégiques entre territoires urbains et ruraux qui seraient des éléments d'équilibre et de cohésion entre territoires et un facteur d'efficacité des politiques publiques. Le cœur en était la réciprocité des échanges, c'est-à-dire en évitant que ces accords ne servent exclusivement les intérêts des centres. Un bilan en demi-teinte. Si les objectifs et les outils étaient explicites, force est de constater que le bilan est encore décevant. Certes, la Cour des comptes juge prématuré d'évaluer l'impact de la création des métropoles sur les territoires environnants. Les études menées n'étant pas toujours concordantes, toutefois, de nombreux travaux universitaires montrent que toutes les métropoles n'ont pas eu l'effet d'entraînement escompté sur la périphérie. Loin de là, cette analyse est corroborée par l'association France Urbaine, dont la présidente a déclaré devant notre délégation en février 2021. Il existe dans notre pays 2 modèles de métropoles. Les métropoles qui ont asséché les territoires alentours et celles qui ont irrigué les territoires environnants. La consultation lancée par vos rapporteurs auprès des communes membres des métropoles
confirme de constats mitigés puisque 57% d'entre elles estiment que la métropole développe suffisamment de coopération avec les territoires voisins. Lors des auditions, nombreux sont ceux qui ont regretté que le nombre et la portée des coopérations interterritoriales mises en œuvre par des métropoles demeurent pour l'instant limitées. Les métropoles sont ainsi régulièrement accusées de ne pas se préoccuper des territoires à proximité et de concentrer la richesse fiscale. Les métropoles qualifiées par certains de châteaux forts ou coffres-forts accentueraient ainsi les fractures territoriales. Vos rapporteurs relèvent toutefois certaines bonnes pratiques qu'ils souhaitent saluer. L'Association France urbaine et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ont recensé en mars 2019 180 coopérations interterritoriales entre les métropoles et leurs territoires voisins. 17 d'entre elles ont pris la dénomination de contrat de réciprocité ainsi ventilé. Brest et le PTR Pays Centre-Ouest Bretagne, Toulouse et le PTR Pays Porte de Gascogne, Montpellier et la communauté de Mont de la Cône et la montagne du Haut-Languedoc, Nantes, Clermont, Strasbourg. Vos rapporteurs ont souhaité présenter quelques bonnes pratiques, tout en soulignant la nécessité de procéder régulièrement à leur évaluation rigoureuse. Vos rapporteurs ont entendu deux acteurs majeurs du contrat de réciprocité qui lie la métropole de Brest et le pôle d'équilibre public territorial PETR, Pays Centre-Ouest Bretagne. Comment et pourquoi un tel contrat est-il né ? La métropole de Brest, 8 communes, 212 000 habitants, ne pouvant se développer vers l'ouest, s'est ouvert sur ses territoires à l'est et a conclu un contrat avec le PETR, Pays Centre-Ouest Bretagne, sur 79 communes des départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor, 97 000 habitants. Bien qu'éloigné de centaines de kilomètres, ce contrat est orienté autour de trois axes: le développement économique, l'énergie-environnement et la santé. L'intérêt du dispositif, selon ses initiateurs, est d'abord d'avoir permis aux élus concernés de se connaître et de découvrir les potentialités de leur collectivité et de leurs deux territoires. Son deuxième avantage est d'avoir mis en œuvre un échange d'informations fructueuses pour les deux partenaires. Un contrat de réciprocité a été signé en 2017 entre la métropole de Toulouse, 37 communes et 750 000 habitants, et le PETR du Pays Porte de Gascogne, 160 communes et 71 100 habitants dans le Gers. Parmi les thématiques de cette coopération, on peut citer l'agriculture. Le PETR a été par exemple associé à la redynamisation du marché d'intérêt national, mine, de Toulouse, avec l'installation d'une trentaine de producteurs gersois issus du pays des Portes de Gascogne. Sont aussi lancés la définition et la mise en œuvre commune d'un projet alimentaire territorial partagé, qui se traduit actuellement par des liens étroits entre la cuisine centrale de Toulouse, 35 000 repas par jour, et les producteurs locaux des Portes de Gascogne avec des marchés en cours. La mobilité, le PETR a engagé une étude destinée à créer une piste cyclable entre Toulouse et le Pays Porte de Gascogne, puis jusqu'à Auch. Nantes Métropole a également développé des coopérations avec sa périphérie, en particulier avec le PETR du Pays de Rest, 4 EPCI, 38 communes et 150 000 habitants. Lors de son audition par la délégation le 4 février 2021, Madame Johanna Roland, présidente de France Urbaine, s'est félicitée de telles initiatives. Sur la métropole nantaise, nous avons pour objectif
d'augmenter fortement les produits bio dans nos cantines, soit 15 000 repas par jour. La métropole ne sera jamais autosuffisante d'un point de vue alimentaire ou énergétique. Cette démarche peut constituer un levier pour réunir l'ensemble des agriculteurs et aussi éleveurs du département et travailler à la structuration de filières alimentaires renouvelées. C'est dans cet esprit que des métropoles ont signé des contrats de réciprocité avec leurs territoires environnants sur des sujets d'alimentation. Ce projet alimentaire territorial a permis au pays de reste de connaître un très fort développement alors qu'il était dans la diagonale du vide il y a 20 ans. Ces exemples réussis de coopération territoriale tiennent à une combinaison de facteurs favorables, au premier rang desquels une forte volonté politique portant un projet de territoire capable de fédérer sur le long cours les acteurs locaux. Cette volonté doit s'appuyer sur la conviction que ces initiatives sont mutuellement profitables à la métropole et aux territoires périphériques. Lorsque ces éléments sont réunis, le contrat institutionnalise les relations et facilite les contacts, formalise la coopération et offre un vecteur pour porter une ambition partagée. Notre délégation a déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur du développement des coopérations entre les métropoles et leurs territoires voisins. Ainsi, le rapport précité de nos collègues Bernard Delcros, Jean-François Husson, Franck Montaugé et Raymond Val, déposé le 16 janvier 2020, recommandait d'envisager un encouragement financier aux projets des collectivités engagées dans des coopérations territoriales, par exemple lors de la conclusion des contrats de ruralité ou à l'occasion de la négociation des CPER pour 2021 à 2027. Créés en 2016, les contrats de ruralité constituaient pour l'État une méthode innovante de soutien aux territoires ruraux. Conclus pour 4 ans entre les territoires de projet, principalement les PETR ou les EPCI et l'État, ces contrats étaient destinés à soutenir les projets locaux stratégiques portés par les acteurs locaux qui s'inscrivent dans les grandes priorités de l'État. Si le rapport précité souligne qu'aucune évaluation d'ensemble n'en a été réalisée par l'exécutif, il semble que ces contrats aient effectivement permis, dans certains cas, de dynamiser des territoires voisins des métropoles, ce dont se réjouissent vos rapporteurs. Comme l'a récemment rappelé au Sénat Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le gouvernement a fait le choix de regrouper tous les dispositifs contractuels de soutien destinés aux territoires en une seule catégorie, dénommée Contrat de relance et de transition énergétique, CRTE. Ce nouveau cadre contractuel a vocation à remplacer certains contrats qui existaient jusqu'à présent et étaient arrivés à terme, tels que les contrats de ruralité. Vos rapporteurs jugent séduisante cette idée de rationalisation des outils conventionnels, mais elle n'aboutira à aucun progrès si d'une part elle n'est pas adossée à un effort budgétaire suffisant, et si d'autre part elle ne porte pas explicitement l'ambition d'une coopération entre les métropoles et leurs territoires voisins. Or, si la circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020 définit les modalités d'élaboration des CRTE et souligne que ces derniers doivent intégrer un volet coopération entre les territoires, la question spécifique des relations métropole-territoire voisins est absente de cette instruction. Vos rapporteurs notent toutefois avec satisfaction la volonté exprimée par Jacqueline Gouraud le 21 janvier 2021 lors d'un colloque intitulé Pour des métropoles résilientes, métropoles en transition, cherche trajectoire territoriale. Et
organisée à l'Assemblée nationale par la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines POPSU et par le plan urbanisme, construction, architecture PUCA. La ministre a souligné que le CRTE constituait une occasion historique pour inscrire un volet de coopération interterritoriale dans un contexte marqué depuis une décennie par un climat de dénonciation des métropoles parfois violents. Vos rapporteurs appellent donc les acteurs des CERT à pleinement intégrer cette dimension dans le cadre de la finalisation de la négociation de ces nouveaux outils contractuels. Le rapport précité de nos collègues Bernard Delcros, Jean-François Hesson, Franck Montaugé et Raymond Val recommandait également d'encourager financièrement les projets métropole Interland à l'occasion de la négociation des CPER pour 2021 à 2027. Cette recommandation a été suivie des faits d'après la DGCL, interrogée par vos rapporteurs. En effet, celle-ci a indiqué que les mandats de négociation adressés par le Premier ministre au préfet de région le 23 octobre 2020 précisaient que le volet territorial des CPER devait favoriser les coopérations territoriales, notamment entre les métropoles et leurs territoires. Ces coopérations figurent donc parmi les objectifs des CPER 2021 à 2027 en cours de finalisation. La DGCL a indiqué à cet égard la génération 2021 à 2027 de CPER est élaborée dans son nom une méthode ascendante et différenciée. Les modalités de mise en œuvre de ces coopérations dans le cadre du CPER doivent être définies localement par le projet de région et le président du conseil régional en association étroite avec les autres collectivités locales, notamment les métropoles et les principales agglomérations. Vos rapporteurs relèvent qu'en tout état de cause, les CPER doivent obligatoirement comporter un volet métropolitain conformément au 6 de l'article L. 5217-2 du CGCT. La métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'État, qui comporte un volet spécifique à son territoire. Vos rapporteurs souhaitent préciser cette obligation afin de prévoir explicitement que le contrat de plan État-région doit comprendre un volet sur la coopération métropole-territoire voisin. Dans son avis publié en octobre 2019, le CSE recommande de créer les conditions d'une meilleure coopération entre les métropoles et leurs territoires voisins en rendant obligatoire dans la loi la conclusion de contrats de réciprocité. Cette recommandation a été développée devant notre délégation le 4 février 2021, Johanna Roland précisant que cette piste de travail mérite d'être approfondie et nous sommes prêts à le faire avec vous. Lors de leur audition, vos rapporteurs ont toutefois acquis la conviction que la solution passe davantage par un effort financier significatif en faveur des métropoles engagées dans des coopérations interterritoriales et qui entendent donc se conformer pleinement à l'objectif fixé par la loi MAPTAN de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Les subventions de soutien à l'investissement. À cet égard, il y a lieu de relever l'existence de 4 subventions de soutien à l'investissement. La dotation de soutien à l'investissement local, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien à l'investissement des départements, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Ces 4 dotations inscrites sur les programmes budgétaires du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s'élèvent en 2021 à plus de 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement.
Force est toutefois de constater que l'instruction ministérielle du 2 février 2021, qui fixe la doctrine d'emploi de ces dotations ainsi que les priorités d'affectation pour 2021, ne comporte aucune instruction particulière sur le développement des coopérations métropole interland. Plus stratégique est la question de la DGF. C'est pourquoi vos rapporteurs ont réfléchi à une solution consistant à moduler la DGF accordée aux métropoles en fonction des dynamiques partenariales engagées avec leurs territoires périphériques. Il ressort en effet de ce qui précède que ces dynamiques essentielles pour la cohésion des territoires ne sont pas directement récompensées. Il paraît donc opportun de bonifier la DGF en faveur des métropoles qui développent des coopérations de territoire. Précisons toutefois que vos rapporteurs ne souhaitent pas qu'un tel encouragement financier ait pour conséquence de réduire les crédits accordés à d'autres collectivités ou EPCI. Qu'une telle bonification de la DGF nécessite de mesurer objectivement les efforts de la métropole en faveur de ces coopérations, pour ensuite en déduire les mécanismes idoines de redistribution de la DGF, sans naturellement réduire la dotation accordée aux collectivités, en particulier aux communes rurales pour lesquelles la DGF représente une manne essentielle à leur fonctionnement. Ce travail de réflexion pourra, le cas échéant, aboutir au dépôt d'amendements dans le cadre de la prochaine loi de finances. Une première réponse pour mesurer l'intensité des coopérations territoriales pourrait passer par l'obligation faite aux métropoles de rendre public à mi-mandat un schéma de dynamisme territorial et une étude d'impact des contrats conclus. Ce schéma, qui serait donc rendu public tous les 6 ans, permettrait de détailler le nombre et la nature précise des contrats de réciprocité en quantifiant les moyens humains et financiers que la métropole lui consacre ainsi que les résultats obtenus. Il est prématuré de tirer des enseignements définitifs de la mise en place des métropoles, vos rapporteurs observent néanmoins que les objectifs fixés par le législateur n'ont été à ce stade que partiellement atteints. D'une part, la création des métropoles n'a pas toujours garanti la réactivité et la performance de l'axe public, dans la mesure où notamment ces EPCI à fiscalité propre sont aujourd'hui encombrés de compétences de proximité qui n'ont pas toujours les moyens d'exercer convenablement. Une métropole est parfois semblable à l'albatros de Charles Baudelaire. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. D'autre part, les métropoles n'ont pas toujours eu l'effet d'entraînement sur l'interland qui a été recherché par le législateur. C'est pour répondre pleinement aux objectifs de la loi MAPTAM et renforcer la légitimité des métropoles que vos rapporteurs formulent 5 recommandations ambitieuses. Il ne s'agit en aucune façon de détricoter les lois territoriales, mais au contraire de les rendre plus efficaces en apportant souplesse d'organisation et cohésion territoriale. Puissions-nous être à la hauteur de cette ambition capitale. Les 22 métropoles. Les métropoles issues d'une transformation directe des communautés urbaines sont les suivantes. Au 1er janvier 2012, métropole Nice-Côte d'Azur. Au 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole, Brest Métropole, Métropole de Lyon, Métropole européenne de Lille, Nantes Métropole, Strasbourg Eurométropole, Toulouse Métropole. Au 1er juillet 2016, Métropole du Grand Nice. Au 22 mars 2007, Tours Métropole. Au 28 avril 2007, Dijon Métropole. Au 1er mai 2007, Orléans Métropole. Au 1er janvier 2018, Clermont-Auvergne Métropole et Saint-Étienne Métropole. Respectivement, communauté d'agglomération jusqu'au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015,
transformée en communauté urbaine le 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2016. Les métropoles issues d'une transformation directe de communautés d'agglomération sont les suivantes. Au 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole, Rennes Métropole, Rouen Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole. Au 1er janvier 2018, Metz Métropole, Toulon-Provence Méditerranée, Aix-Marseille-Provence Métropole a été constituée au 1er janvier 2016 par fusion de 6 EPCI dans la communauté urbaine de Marseille, 4 communautés d'agglomération et un syndicat d'agglomération. Enfin, la métropole du Grand Paris a été créée le 1er janvier 2016 par regroupement de 131 communes. Vive la France, vive la République française!